Mes camarades, mes frères, mes sœurs. Alors, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui là au Théâtre Mazenot en plein hiver, même si ça s'appelle Printemps des quartiers? Ce qui nous réunit, c'est le fait qu'on va quand même un petit peu parler de politique, même si beaucoup pensent que les territoires dont nous sommes, nous par exemple, quartier Nord, quartier Fort issus, sont des territoires apolitisés ou dépolitisés. Preuve que par votre présence et par beaucoup d'actions qui se passent dans ces quartiers que c'est une contre-vérité absolue. Alors, printemps 2012, à Marseille, il naît de deux sentiments mêlés qui font une préoccupation. Il y a un sentiment de tristesse parce qu'on est accablé par ce qui se passe autour de nous, dans les actualités, dans ce qui fait notre quotidien, par cette somme de discrimination, par cette violence institutionnelle, par ces inégalités de plus en plus croissantes, par cette montée de l'islamophobie. On est accablé de tristesse, mais nous ne voulons en aucun cas être simplement des gens tristes. C'est des sentiments mêlés. Le deuxième sentiment que nous cultivons au maximum, c'est la colère. Alors la colère n'est pas passion, mais en réalité, en politique, ceux qui changent, celles et ceux qui changent les choses, ce sont les gens en colère, pas les gens tristes. Donc exister politiquement, c'est exister dans l'action, parce que ce qui concrétise l'objet politique, c'est les luttes qu'on mène ensemble sur le terrain. Quand au Flamand, par exemple, on se mobilise autour d'une action qui peut paraître ridicule comme ça, mais simplement mobiliser les gens pour mettre un feu rouge en place, et qu'on arrive au bout d'une bataille, parce que ce sont des batailles du quotidien, mais ce sont des batailles, à arriver à avoir ce feu rouge, ça change la vie des gens. Ça, c'est efficient, ça, c'est de la politique. Quand récemment, un collectif de jeunes femmes voilées, et pas voilées d'ailleurs, s'introduit à la fédération du PS et interpelle directement sur le contexte islamophobique le premier secrétaire du PS départemental, ça c'est de la politique, parce que ces gens-là ont un courage extraordinaire, ils font bouger les lignes, ils font bouger les opinions. Quand on arrive à mobiliser du monde partout en France pour faire en sorte que le procès d'Hakim Hajimi ne passe pas à l'as, le procès des assassins de Hakim Hajimi ne passe pas à l'as, ça c'est une action politique concrète. Et il y a des tas d'exemples comme ça. Donc une fois qu'on a fait le premier... Allô ? Oui. Une fois qu'on a fait ce premier pas dans la chose politique, on établit un constat. Le constat, je l'ai déjà brossé en partie sur la somme donc, des inégalités, des discriminations et de toutes ces choses qui font que nous vivons mal en France en tant qu'habitants des quartiers populaires, au-delà de toute distinction de race et de religion. C'est des quartiers qui sont quand même minés par un chômage endémique, c'est des quartiers qui sont, où les populations sont discriminées dans tous les domaines de la vie, l'éducation, la culture, l'emploi, le logement. Il n'y a qu'à constater l'état du parc immobilier ici à Marseille, dans la région et partout ailleurs en France, pour comprendre qu'il y a une condition spécifique qui est attribuée à ces quartiers populaires et aux habitants de ces quartiers. Quand on fait de la politique, on se met soit en conflit avec les uns, soit en accord avec les autres, ou les deux, ou vice-versa. Faire de la politique, c'est pas simplement essayer de faire des listes à telle ou telle échéance. D'ailleurs, le but de printemps 2012, en tout cas à Marseille, mais je pense que Ouria et Tarek le diront plus tard, tout à l'heure, c'est pas de faire voter, ou c'est pas de faire en sorte que des milliers de listes apparaissent aux législatives prochaines. Je veux dire, c'est une initiative qui s'inscrit dans le temps, c'est une dynamique qu'on recherche plus qu'un mouvement de comptage numérique des voix. Parce que la légitimité démocratique de toutes les instances et de tous les partis politiques qui font cette 5e République, elle est mise à mal, ne serait-ce que par le taux d'abstention et par la façon dont les Français et les étrangers et les habitants des quartiers populaires et tout le monde a ce rapport de plus en plus défiant vis-à-vis du débat politique. En 2005, on s'est étonné, au moment où il y a eu une insurrection pratiquement partout en France, de constater que tout le monde tapait sur le dos de ces jeunes-là qui sont issus de nos quartiers. Même si à Marseille, on n'a pas eu cette flambée, une flambée aussi significative qu'ailleurs dans le territoire. On a été extrêmement étonnés du
du peu de combativité ou d'envie de défendre ces jeunes-là qu'exprimait la classe politique en général. Il y avait une espèce de consensus où effectivement tout le monde disait bon non, c'est des jeunes qui sont complètement débiles, qui sortent, qui crament les voitures de leurs voisins. Mais ce discours-là, il est extrêmement facile. Certes, ces jeunes-là, dans la région parisienne, ils ont cramé les voitures de leurs voisins parce qu'ils étaient dans l'impossibilité physique et quasi militaire d'aller brûler les voitures qu'il y avait sur les Champs-Élysées. Sinon, on leur a envoyé la garde républicaine. C'est ça la vérité. Et cette vérité-là, elle est complètement occultée. Elle est occultée et on instrumentalise la peur du bon français moyen vis-à-vis de ces jeunes-là en les faisant passer pour des gens qui exprimaient absolument rien. Non, ils exprimaient beaucoup de choses. Ils exprimaient le fait qu'ils réclamaient par-dessus tout une véritable justice sociale et que, effectivement, si on revient à l'historique de cette montée de violence, qu'il était absolument impossible que des jeunes se fassent tuer au vu et au su de tout le monde sans que ça ne provoque absolument aucune répercussion sur ceux qui ont commis cet acte-là. Là, il y a Walid qui vous parlera du combat qu'il mène avec la famille Hajimi depuis des années par rapport à ça. Et on est en droit de se poser la question en tant qu'habitant des quartiers populaires, mais qui sommes-nous ou que sommes-nous à leurs yeux? La vérité, elle est là. Est-ce que nous sommes leurs égaux? Partout, on lit liberté, égalité, fraternité, mais chaque jour, ce fameux triptyque, il est démenti par tout ce que nous faisons, par tout ce que nous entreprenons dans notre quotidien. On nous considère, nous et les jeunes qui habitent dans ces quartiers-là, comme étant particulièrement violents. Mais la violence, c'est quelque chose avec laquelle on vit 24 heures sur 24 quand on grandit dans ces quartiers-là. Je veux dire, est-ce que... Ils savent la violence des discriminations. Est-ce qu'ils savent la violence des contrôles aux faciès permanents? Est-ce qu'ils savent la violence que nous subissons du fait d'être stigmatisés constamment dans la pratique de notre foi? Est-ce qu'ils savent la violence que peut ressentir une de nos sœurs quand on lui demande d'ôter son voile pour entrer dans un organisme ou dans un lieu public? Je veux dire, tout ça c'est d'une violence absolue. Et je veux dire qu'à un moment donné, il va falloir rétablir la réalité des relations. C'est une violence de réaction, c'est pas une violence gratuite, c'est pas une violence d'orange mécanique où les jeunes sortent le matin, fument des joints et frappent tout le monde à la sortie. Non, ça se passe pas comme ça. La violence, elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut et elle vient de la périphérie de nos quartiers populaires. Là, on est en février 2011, c'est extrêmement dur, 2012 pardon, c'est extrêmement dur d'être arabe, d'être noir, d'être musulman en France. Ça, c'est une réalité. C'est pas une vue de l'esprit et c'est pas de la poésie de Francisou. C'est une vérité. Il y a une discrimination qui tend de plus en plus à devenir une espèce de ségrégation. Et je pèse mes mots. Alors, face à ce constat, il y a deux attitudes à adopter pour s'engager en politique. Il y a l'attitude réformiste, qui consiste à dire, bon, ben, de toute façon, allez, on va la faire à l'envers, on va investir les partis politiques, on va rentrer en nombre et on va prendre le contrôle de ces partis politiques. Sauf que cette expérience-là, elle a été menée des dizaines de milliers de fois et que, pour l'avoir vécu personnellement avec mes camarades ici présents, il suffit que vous soyez deux dans une assemblée générale de n'importe quel parti politique sur le spectre, deux arabes ou deux noirs, pour que déjà vous soyez le courant communautariste de ce parti-là. C'est systématique. Je veux dire, quand on entreprend cette démarche, il faut comprendre qu'il y a déjà de l'avance de l'autre côté. Malheureusement, c'est comme ça. La politique, c'est un combat. Alors on peut essayer de lutter à l'intérieur, faire changer les choses. Et moi, je ne suis pas là pour stigmatiser ou pour dire non, mais attends, c'est pas bien ce que font les copains ou les copines qui s'engagent au PS, chez les Verts, au NPA. Non, non, grand bien leur en face. Mais je suis persuadé qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont comprendre que la pièce est déjà jouée d'avance. La pièce est déjà jouée d'avance, malheureusement. Quand nous calculons à savoir comment nous allons nous organiser pour prendre une section, ils en sont déjà à estimer quel sera votre successeur. Donc nous, notre combat, il est dans la construction politique autonome, sachant que c'est du moyen terme, voire du long terme. Il n'y a rien qui va se faire d'ici à demain. D'ailleurs, printemps 2012, je parle sous le contrôle d'Ourouya qui est derrière moi. Printemps 2012 n'est pas voué à être limité dans le temps. C'est une dynamique, on verra ce qu'il y aura après. Alors il y a les présidentielles, il y a les législatives,
Mais ce n'est pas une fin en soi, hein. Je crois que dans la salle, il n'y aura pas de député, il n'y aura pas de président de la République. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que dans nos quartiers, que ce soit Sarkozy ou François Hollande qui soient élus en avril ou en mai prochain, on aura un changement extraordinaire dans notre quotidien. Il y aura moins de chômeurs, il y aura moins de discrimination, il y aura moins d'islamophobie. Non, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas les voter. Ce que je suis en train de dire, c'est que il faut se servir des armes qu'on a. Les armes qu'on a, c'est le nombre. La faiblesse qu'on a, c'est notre apathie. Donc comment est-ce qu'on résout cette équation-là? Dans le système politique actuel de la Ve République, seules les élections comptent. Le vote blanc ne compte pas. Sauf que, faisons un compromis entre la radicalité de quartier nord, quartier fort, parce qu'on dit qu'on est des aboyeurs et qu'on tourne en rond. On assume, il n'y a pas de problème. Mais faisons un compromis. Allons tous voter dans les quartiers populaires au présidentiel. Et tous mettons sur nos bulletins, bien sûr en les transformant en vote blanc, nos revendications. Même si ces votes blancs ne sont pas comptabilisés en voix, ils sont comptabilisés en nombre. Il y a des échéances a posteriori. Servons-nous du nombre qui sera sorti de cette élection-là, du nombre total de ces votes-là, comme d'une espèce d'épée de Damoclès, parce que ce qui craignent par-dessus tout, c'est le réveil politique et l'engagement de ces citoyens-là. Sauf que les citoyens ne trouvent pas d'offres adéquates ou de choses qui leur ressemblent, ou de gens qui vont combattre suffisamment pour que leur voix soit portée là où les décisions se prennent. Je voudrais terminer en disant une phrase d'un des marcheurs de 83, qui nous incitait à nous décomplexer quelque part, en disant que, au final, le gros complexe, c'est de ne pas avoir les codes, de ne pas savoir comment faire. Mais en réalité, ce que nous vivons est extrêmement violent, et nous avons trop longtemps parlé calmement de choses violentes. Merci à vous.